Salut Joe, merci d'avoir accepté notre invitation. Salut les boys, ça va bien? Yes, toi? Ouais, Yes. ça va super Merci bien. de l'invitation, c'est pas mal cool de revenir ici. Un gars occupé, ça a été dur de t'avoir, mais on est content de t'avoir aujourd'hui. On va commencer tout de suite. On commence, moi puis Joe, on l'appelle notre segment Icebreaker. Fait que ça va être Ok. vraiment de parler de ton tout début du parcours, à où que t'es rendu maintenant, ton parcours à l'Uni ou même en tant qu'entrepreneur. Fait que de A à Z, sur toi-même, on t'écoute. Ben écoute, vous allez sûrement vous rendre compte que tout est pas mal relié d'une manière ou d'une autre au ski, là, parce que j'ai commencé à skier quand j'avais 2 ans, en fait, même avec mes grands-parents, mes parents, ceux qui m'ont montré à skier, puis après ça, ben, j'ai jamais arrêté, tu sais, puis après ça, ben évidemment, pendant le secondaire, j'ai fait mon ski-études là-bas, même continué au cégep, quand j'allais au cégep Limoilou. En parallèle à ça, à partir de secondaire 2, secondaire 3, j'ai fait beaucoup de compétitions de slopestyle. Fait que j'ai même fini par être champion provincial en 2014, si je me trompe pas. Puis en parallèle à tout ça aussi, j'avais commencé début secondaire à travailler dans un gros magasin de ski là, pas loin du Mont-Saint-Anne qui s'appelle Ski Michel. Puis puis après ça, j'ai resté là comme 10 ans. Là, fait que j'ai occupé différents rôles. ouais. J'ai été comme technicien là-bas, j'ai été vendeur. Après ça, gérant du département de ski, acheteur du département de ski. Fait que c'est un peu ça aussi, d'ailleurs, qui m'a immergé, je pense, oui, à la connaissance de l'industrie du ski, mais après ça, au goût du monde des affaires. C'est un peu là que j'ai connu ça. Fait que ça a resté ma job étudiante pendant que j'étais à l'école tout le temps. Puis après ça, ben, avec les compétitions aussi à travers, tout ça. Puis après ça, ben, en 2015, pendant un camp d'entraînement au Colorado, je me suis cassé la jambe, je me suis fracturé le fémur. Aïe. Fait que là, ça a un peu mis sur le break tout mon rêve d'athlète, on pourrait dire. Puis là, après ça, évidemment, tu tombes un peu en question, tout ce genre de choses-là. Mais je suis bien content de la tournure que ça a pris. Où est-ce que tout ce périple m'a amené aujourd'hui, là? Tu dirais-tu que c'est à cause de ça? Mettons que tu n'avais pas eu cette blessure-là, cette branche-là parallèle à amener où, à ton avis? Ben, à ce moment-là, mes objectifs ils étaient très axés carrière sportive. Fait que sûrement que, justement, je serais ailleurs là, en ce moment. Là. Cet événement-là, un peu en quelque sorte, changé ma vie là, parce que, ben, déjà que c'était très compétitif, puis que à ce moment-là, c'était un sport qui était relativement jeune. Fait que, c'était difficile d'avoir des coachs, tout ça, pour apprendre. Fait que, maintenir un bon niveau, il fallait vraiment travailler fort. Mais là, en prenant beaucoup de retard de comme 1 an et demi sans pouvoir pas faire grand-chose, ben là, c'est pour ça qu'après ça, j'ai décidé de m'orienter sur d'autres choses. Là. Puis slopestyle, y avait-tu un club comme toi, tu viens de la Côte de Beaupré, je pense? Ouais. Il y a, au Mont-Saint-Anne, c'était quoi? T'entends pas souvent parler de slopestyle, des clubs de du monde qui font ça. Là. Ça marchait comment dans le temps? Je te dirais que, encore une fois, on a beaucoup appris par nous-mêmes. J'avais une gang de chums vraiment craqués, justement, on se filmait ensemble, puis on pouvait apprendre, puis s'auto-craquer, puis se montrer des tricks, tout ça. Fait qu'on était un peu nos propres coachs, parce que justement, des coachs à ce moment-là, ça n'existait pas vraiment, à part sur l'équipe canadienne. Fait que c'était un peu ça qui était plus difficile. Puis en plus, avec la particularité du Mont-Saint-Anne, ben, ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus de big air. Il n'y a plus de jump dans les parcs là-bas. Ouais. Fait que par rapport aux gens qui pouvaient s'entraîner dans les autres montagnes, ben, c'était un défi supplémentaire parce que moi, je devais constamment me déplacer pour pouvoir m'entraîner sur des big air. Puis des fois, ben, ça faisait en sorte que pour pousser la note un peu plus haut, ben, j'essayais des tricks pour la première fois pendant des compétitions. Puis, Ok, ouais. mais ça pouvait marcher. Mais c'est ça. Ça se peut. Puis As-tu là, côtoyé Alex Beaulieu-Marchand un peu, par curiosité? Ou... Ben, tu peux avec. Là, ouais, j'ai déjà skié avec quelques fois. Là. Il vient du Mont-Saint-Anne, lui aussi. Ouais, c'est pour ça, J'ai déjà fait des compétitions aussi avec lui. Là, fait que c'est pas un ami proche nécessairement parce qu'il est plus âgé que moi. Là. Mais je veux dire, on a déjà eu l'occasion de rider ensemble quelques fois, puis on a beaucoup d'amis en commun surtout. Là, fait que ça arrive qu'on peut te croiser. Là. Ouais, cool. Puis on a divergé vers le ski, mais on va continuer tantôt. Mais plus à ton parcours scolaire, toi, avant, pourquoi t'es allé en génie mécanique? C'est quoi qui t'a fait aller en génie mécanique? Puis Ben, j'ai toujours été quelqu'un de curieux de nature, je dirais. Puis j'aimais l'idée de, comme, tu te fais mettre des problématiques dans la face, puis te dire, ben écoute, je peux peut-être faire mon propre chemin, puis tu sais, trouver ma propre solution. Puis j'aime le côté créatif de la chose, j'aime le côté, justement, comme innovation, puis ça vient un peu beaucoup, justement, je pense, du côté curiosité. Fait que j'ai toujours eu un intérêt, je dirais, pour tout ce qui est génie. Maintenant, pourquoi mécanique versus un autre génie? C'est une excellente question. en même temps, en sciences nat, quand t'as fait sciences nat à Limoilou, là, tu disais? Ou t'avais fait une technique?
Et non, ben écoute, j'ai fait Sciences Nat à Limoilou, Ok. mais à ce moment-là, mes ambitions étaient un peu différentes parce que je voulais étudier pour devenir médecin, en fait. OK, ah ouais. Ok. Puis je demeure encore aujourd'hui avec un très grand intérêt pour tout ce qui est comme le corps humain, mais beaucoup pour le côté physique de la chose, puis c'est comme justement toute l'orthopédie, là, des os cassés, là, j'aime ça. Ouais. T'étais dans le bon sport pour ça, mettons. Ouais, exactement, exactement. Joe qui regarde ses rayons X, qui vient tout de casser, tout le corps cassé. Exact. Ouais, ben, je peux vous les montrer, mes rayons, si vous voulez. Check ça. Mais ouais, sinon à l'Uni, parcours à l'Uni, toi t'es rentré en quelle année? Je suis rentré à l'automne 2017, ouais. OK. Puis comme l'initiation, t'as eu toute la vie universitaire. Ouais, on a En tout eu ligne. la période avant COVID. Là, fait que toutes les initiations en bonne et due forme, puis il y avait vraiment une belle vie sur le campus. Fait que ça, c'est sûr, c'était super cool. Puis l'autre truc qui était intéressant, c'est que je connaissais pas vraiment déjà du monde OK, ça, je vais te en demander, génie. ouais. Fait que ça, ce qui est cool, c'est que ça m'a amené à connaître pas mal plus de monde, puis de me faire un paquet de nouveaux chums. Fait que ça, c'était franchement cool. Puis après ça, ben encore dans ce but-là d'aimer faire des trucs, d'aimer m'impliquer, puis d'aimer les projets, puis faire des trucs nice, ben dès la première année, j'avais pris la décision de m'inscrire dans le projet étudiant qui est le Baja SAE. OK, nice. Puis ce qui est fou, c'est que c'est dans ce projet-là, donc c'est parce que j'ai décidé de m'impliquer que j'ai rencontré les deux autres gars. Félix et Ah Étienne. ouais, nice. ouais, On se ok, connaissait ok, pas ok. avant. Pas avant. On se connaissait OK. pas tout. Ben, Ah, eux autres ouais. connaissaient déjà, mais pas moi. Puis il était dans le projet déjà quand tu t'es inscrit? Les autres, ils étaient Ouais. déjà dedans quand Ok. je me suis inscrit. Ouais. Puis on a appris à se connaître là-dedans. On a un peu appris à travailler ensemble là-dedans. Puis après ça, ben, Ah, on a comme commencé à se tenir ensemble. Là, ouais. Ah, nice, intéressant. Ah, et puis eux autres, y avait-tu déjà le projet Ferréol avant le Baja ou bien ça s'est développé les trois ensemble? Dans le fond, vous vous êtes dit, à un moment donné, hey, on fait. Ça s'est vraiment des développé skis. les trois ensemble. T'sais, initialement, c'était pas prévu Ferriol, si on Ouais. peut dire. Là. Mais je pense que, tu sais, à force de se tenir ensemble, ben, tu sais, ça vibait bien. Tu sais, on en avait des belles affinités, des intérêts communs, tout ça. Puis on avait tout un peu, je pense, les trois, une certaine ambition de vouloir un jour démarrer un projet d'affaires. Puis on s'en discutait, mais tu sais, sans trop savoir nécessairement dans quoi. Mais on savait que, tu sais, les trois, on tripait bien gros, tu sais, sur le génie. Puis après ça, ben, à force de discuter, on trippe aussi les trois sur le côté entrepreneurial, mais aussi sur le ski puis le plein air, si on veut. Fait que, initialement, l'idée de faire une compagnie de ski n'est pas de démarrer tout de suite, pas arriver tout de suite, mais Au fur et à mesure. c'est ça. En fait, à la session d'automne 2018, là, fait qu'à la deuxième année du Ok. bac, le vrai Ah ouais. premier brainstorm Ouais. s'est fait. Là. C'est ça, j'allais te demander comment ça se part, là, une gang de chums, vous chillez ensemble à l'Uni, prendre une petite bière ou de quoi de même, aller en ski ensemble sûrement. Mais c'est quand vous avez dit on s'assoit à soir les boys puis on brainstorm quelque chose. En fait, ça, c'est une autre affaire qui est Ouais. assez drôle parce que tout découle du cours EDP. Tu peux te définir c'est quoi? Fait que équation dérivée partielle, si je me Ouais. souviens bien. C'est qui que t'avais eu comme prof? C'était Yvan Yvan, Maciel. ouais, Ah, c'est wow. bon. En bonne et due forme. Ouais, exactement. Puis ça, Félix et moi, on était ensemble dans ce cours-là. Puis c'était un cours que ça allait donner que Félix avait certaines difficultés. Puis moi, ça allait bien. Fait qu'à un moment donné, pendant la semaine de relâche, je me suis dit, ah, viendra comme chez nous à Beaupré, au Mont-Saint-Anne, on va faire une couple d'examens type ensemble, puis tout. Puis après ça, on chillera un peu, tu sais, puis tout. Fait que c'est ce qu'on a fait, mais après ça, on a fini par prendre un spa. Puis là, avec une bière, on a reparlé de genre l'idée de faire des projets entrepreneuriales. Puis c'est vraiment là qu'on s'est posé la question sur quoi, tu sais, qu'on pourrait faire ça. Puis tu sais, pour partir d'une business, ben ça prend un modèle d'affaires. Dans le sens, ça prend une problématique. Faut tout ça. Fait que tu sais, ça découle d'une solution que tu amènes sur le marché, si on veut. Là. Fait qu'on a parlé un peu de ça. Puis tu sais, ben moi, via mon parcours, ce que je connaissais le plus, c'était l'industrie du ski. Puis ben après ça, j'ai pu lancer l'idée à Félix, puis il trouvait ça intéressant. Puis après ça, ben, c'est lui qui s'est dit, ben va falloir en parler avec Étienne aussi. Là. Ah, cool. Ah, c'est vraiment fou, honnêtement. J'aurais jamais pensé qu'il y a de EDP. Mais tu sais, au final, c'est pas nécessairement le cours de EDP qui est en soi Non, c'est le ça. contenu du cours Mais qui a c'est amené à plus ça. C'est la ça. situation. Ça a créé un contexte. contexte qui a amené cette discussion-là. Tu sais, Puis c'est sûr que toi, tu travaillais pour Ski Michel, le magasin de ski super populaire à Beaupré, mais une autre question qu'on avait pour toi, c'était quoi, pourquoi les skis? Est-ce que tu travaillais dans un magasin de ski, fait que tu voyais la clientèle, tu voyais le type de ski qui se vendent, mais c'était quoi le manque dans l'industrie qui t'a dit, go, on se lance? Puis c'est sûr que si l'industrie est parfaite, ça va être dur de se lancer dans un projet puis de dire, on fait quelque chose s'il y a déjà beaucoup de trucs qui est excellent.
Là, c'était quoi le en creux, fait, on va dire? ce qui est intéressant, c'est que mes 10 ans de travail, si on pourrait dire, chez Ski Michel, c'est un peu comme si ça a été une étude de marché qui a duré 10 ans. Dans le sens que tu es en contact direct avec la clientèle, tu es en contact direct avec l'industrie. Puis dans mes derniers rôles que j'ai été une couple d'années comme l'acheteur principal pour le département de ski du magasin. Fait que ça, année après année, j'étais amené à regarder qu'est-ce que l'industrie du ski allait offrir l'année prochaine, puis faire des matchs selon mon budget basé sur qu'est-ce que mes clients sur le plancher recherchent. Puis à force de faire ce rôle-là, il y avait un peu ce genre de deux angles morts-là que j'avais ciblés, que je me disais tout le temps, voyons voir qui catchent pas ça, les compagnies de ski, qui orientent pas leur design pour foutre ça parce que les gens veulent ça. Fait que le premier, c'était toute la notion un peu d'éco-responsabilité locale, tout ça, parce qu'on retourne il y a 4-5 ans, les compagnies de ski n'en faisaient pas d'efforts pour comme diminuer l'empreinte carbone de leur ski, de leurs produits. Puis le deuxième angle mort, c'est que les gens étaient quand même activement à la recherche de skis qui étaient comme mieux adaptés aux conditions de neige et de montagne qu'on a ici au Québec. Mais concrètement, ça veut dire des skis qui étaient plus agiles, des skis qui étaient plus comme polyvalents, plus joueurs, tout ça. Mais souvent, dans la philosophie des skis, comment ils étaient désignés, c'était très orienté justement à grosses montagnes comme les Alpes, les Rocheuses. Europe, c'est ça. Fait que c'est exactement pour combler ces deux comme angles morts-là qu'on a désigné notre premier ski, si on veut, là, puis que je pense que c'est un peu ce qui explique aussi le succès qu'on a eu avec ce premier modèle-là. Là. Cool. C'est vraiment hot. Puis, dans le fond, moi, ça me fascine. T'es pas allé en génie mécanique à cause de ça, puis c'est vraiment tombé que t'as vu, tu sais, parce que je pense que la conception de génie mécanique qu'on a avant de rentrer, c'est du monde qui font des autos. Puis là, quand t'arrives là, tu te rends compte, OK, ouais, c'est du monde qui font tout, finalement. Puis toi, t'es même pas allé là dans l'optique des skis, c'est vraiment venu après que tu t'es rendu compte, je pourrais faire des skis vraiment, avec ça. Vraiment, puis tu sais, je pense que, en fait, c'est souvent un des défis que tu as en génie mécanique, dans le sens que c'est tellement large que tu touches à un paquet de domaines. Fait que savoir exactement qu'est-ce que tu veux faire, c'est pas évident. Puis en plus, je dirais dans mon cas, j'ai toujours été, comme je disais tantôt, curieux de nature, tout ça. Puis un des intérêts que j'avais beaucoup aussi, c'était pour tout ce qui était comme aviation, etc. Fait que donc, pour faire du pouce là-dessus, mes deux premiers stages que j'ai faits, c'était chez Pratt & Whitney à Longueuil pour les moteurs d'avion. On était loin du ski quand même. Ouais, quand même. Mais au final, on pourra en parler plus tard. C'est pas si loin du ski que ça. Tu pourras en parler, mais mettons les alliages, il y a quand même. Ah ben oui. Il y a des crossovers qui sont quand même assez improbables, on va dire. Ouais, ça me fait rire parce que Joe, il avait fait son stage, puis moi, je me demandais, j'étais comme, c'est comment chez Pratt, puis il m'avait parlé super en bien, on est allé prendre. C'est un soir à l'Uni, un moment donné, tu m'avais dit, viens à l'Uni, je suis là, on allait jaser, puis tout. Moi, nous, on te connaît, mais là, l'auditoire, je pense pas qu'ils savent exactement c'est quoi Ferréol, fait que je vais te laisser un peu expliquer c'est quoi vos produits, puis tout, pour revenir un peu à la base. Bon, puis nous, on sait c'est quoi, on en parle depuis tantôt, mais pour tout le monde qui écoute. Parfait. Fait que petit wrap-up à l'arrière. Il y a 4-5 ans, Félix, Étienne et moi, qui sommes les 3 cofondateurs de Ferréol. On s'est rencontrés en génie mécanique pendant la deuxième année du bac. On a décidé d'amarrer une entreprise de ski alpin avec une orientation hors-piste, freeride, touring, avec une vocation aussi avec empreinte carbone réduite, comme on disait tantôt. Fait que tout le design aussi de nos skis, on les a orientés pour qu'ils soient justement joueurs, polyvalents et agiles. Fait que c'est un peu une signature de feeling sur neige que absolument tous nos modèles vont avoir. Donc, maintenant, on a aussi beaucoup pris une tournure touring, donc randonnée alpine. Fait que je dirais que j'ai peut-être 70% de nos clients qui aujourd'hui font de la rando alpine, puis un 30% qui montent leur ski en alpin, parce que nos skis peuvent quand même faire les deux. Donc, au début de l'aventure, on a commencé par mettre en marché notre premier modèle qui était le Pionnier 104. Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'on y a vraiment été comme étape par étape. Tu sais, quand tu es étudiant, je veux dire, tu n'as pas vraiment d'argent. Puis, tu sais, fait qu'on a commencé avec un 30 paires qui était comme un certain commitment. Pionnier 104, une grandeur, 180. Donc, c'était comme, OK, validation de marché, on essaie de vendre ça. Puis, si on réussit à toutes les vendre pendant l'hiver, ben ça va être comme, OK, on peut continuer l'aventure entrepreneuriale. Finalement, on les met sur le marché, puis ça a pris un mois pour qu'on tombe sold out. Fait qu'après ça nous a quand même craqué. Fait qu'après ça, on a désigné les autres grandeurs avec des objectifs similaires. Fait que l'année d'après, on tombait comme à 100 paires. On était comme, OK, ben si on les vend pendant tout l'hiver, on continue. Finalement, ça a pris 2 mois, on est tombé sold out. Puis après ça, je me suis embarqué dans d'autres modèles. Fait qu'après ça, on s'est diversifié pour des skiway de rando alpine, mais un peu plus utilisation en station, dans le fond. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on a lancé après ça Explo 96, cette année Explo 86.
Après ça, pour nous aider à commercialiser l'Ouest canadien, on a amené le Surfer 112, qui est un nouveau modèle, qui est notre ski plus large, un peu plus dédié à la poudreuse, si on veut. Puis il y a un autre ski qui diffère un peu des autres, qui est Zigzag 92, qui est moins axé touring, mais qu'on a pareil. Pourquoi? Parce que c'est un ski que j'avais initialement désigné pour mes propres besoins. Ouais. Par mon background slopestyle, justement, j'étais à la recherche d'un ski comme freeride d'abord, mais qui va bien aussi dans le parc si je veux aller faire des big air, des tricks ou des rails, des choses comme ça. Fait que on l'a fait d'abord pour moi. Finalement, on passe à des chums, ils en veulent aussi. Puis là, finalement, on a décidé de le mettre en production parce que le ski était déjà désigné. Là, fait que, bref, aujourd'hui, on est une compagnie ski on a 5 modèles commercialisés dans plusieurs grandeurs. On vend maintenant partout au Canada. Donc, au Québec, on fait vraiment très bien. On a déjà comme 15 points de vente un peu partout au Québec, dans les régions où qui se pratique du ski ou bien sinon qui se vend du ski. Puis en ce moment, on met beaucoup d'énergie et d'efforts pour commercialiser l'Ouest canadien, fait que l'Alberta, Colombie-Britannique, fait qu'on est en plein dans ce processus-là en ce moment. Donc, on a déjà quelques détaillants, mais on est en mode d'aller en conquérir plus, là. Ah, cool. Êtes-vous passé par un processus d'incubation ou bien vous êtes allé direct compagnie, puis... Oui, je te dirais, le lendemain du spa que je parlais de on était déjà à Centrale entrepreneuriale à l'université. Là. Félix, il avait déjà eu certaines expériences entrepreneuriales, puis il avait été amené à connaître le réseau d'entrepreneuriat U-Laval. Puis, fait qu'on a eu le réflexe d'aller les voir dès le jour 1, tu sais, puis c'est un peu ce qui a fait, je dirais, une grande différence pour nous, parce que c'est un paquet de ressources à la fois humaines, techniques, même financières, qui, quand tu veux démarrer un projet, font toute la différence. Il y a de l'expertise là-bas, puis ils ont les contacts pour t'amener à la bonne place, puis après ça, ils ont des formations. Fait que, puis encore aujourd'hui, on est toujours incubés là, puis on a toujours des discussions avec eux parce que justement, ils sont toujours en mesure de nous aider. Fait que ça a été un des excellents réflexes qu'on a fait d'aller les voir, puis après ça, de savoir bien s'entourer par la suite, là. Puis, mettons, je pense dans le bac, il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Est-ce que c'est un gros commitment d'aller vers un incubateur comme ça? Pour dire que tu as besoin d'aide. Oui, exact. Ou est-ce que tu peux faire ça comme plus banalement, ou tu dirais qu'il faut vraiment que tu committes à 100% quand tu te lances dans ces démarches-là? Non, moi je pense que plus tôt on peut aller les voir, mieux c'est. Parce que des fois, c'est pas nécessairement la première idée qui va marcher. C'est peut-être la deuxième, c'est peut-être la troisième, mais une affaire qui est intéressante, c'est que dans le processus de vouloir démarrer une entreprise, que ce soit l'idée 1, l'idée 2 ou l'idée 3, tu apprends là-dedans. Puis les erreurs que tu as faites à l'idée 1, tu ne les refais pas à l'idée 2. Puis toutes ces bases-là entrepreneuriales, tu vas les acquérir puis te faire challenger par les conseillers de la centrale quand tu es incubé. Donc, tout ce que ça prend, je dirais, c'est une idée, ou même des fois pas d'idée, mais dans le sens que, écoute, moi je veux me partir en affaires, voici mon idée ou voici mes intérêts, puis eux autres, après ça, sont capables aussi de te mettre en relation avec les bonnes personnes. Puis je dirais qu'un autre point qui peut être super important, c'est aussi tout le maillage interfacultaire qui peut exister. Parce que souvent, ce que je réalise, c'est qu'il y a des belles entreprises qui sont nées du fait de gens qui viennent de la faculté de sciences et génie puis de la faculté de l'administration, parce que ici, forcément, on a une bonne idée du côté technique, un peu moins du côté management, gestion d'entreprise, tout ça. Puis l'autre côté du grand axe, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Fait qu'il y a vraiment une belle synergie à aller créer là. Puis tu peux, dans les événements d'entrepreneuriat Laval ou d'entrepreneuriat tout simplement, tu viens à rencontrer des gens qui ont d'autres backgrounds, qui ont d'autres histoires, puis qui réfléchissent différemment de nous autres, qui ont un cerveau différent, puis ça peut vraiment faire des belles équipes aussi, là. Puis est-ce que tu trouves que ça a évolué? Nous, on voit que c'est rendu vraiment populaire, ils font beaucoup de publicité, dire si vous avez une entreprise, venez nous voir à des conférences. Est-ce que ça l'était autant quand toi, tu étais à l'Uni, qui faisait la promotion de ça, Entrepreneuriat Laval, ou c'était vraiment plus caché, puis vous étiez allé par vous-même? Je pense que oui, ça a évolué positivement. Tu sais, je veux dire, moi, si Félix n'en avait pas parlé, moi, j'étais pas au courant que ça existait. Puis je pense que maintenant, on en entend parler de plus en plus. Puis je pense que aussi, tu sais, en tout cas, de la faculté de génie, il y en avait des belles histoires entrepreneuriales, mais comme c'était relativement, je pense, nouveau, en tout cas, dans le sens que j'ai quand même l'impression qu'il y a certaines tracks qu'on a comme défrichées. C'est vous l'exemple maintenant. Par exemple, comme en génie, il y a dans les cours options qu'on peut prendre, il y en a un cheminement entrepreneurial. Oui, c'est vrai. Puis je pense que c'est comme tu prends 4 cours options pour faire ça.
Puis, fait que nous, on a décidé de faire ça, mais de ce qu'on a cru comprendre, on était à peu près dans les premiers à le faire parce que les gens, je pense, du secrétariat à l'étude, en tout cas, qui s'occupent des inscriptions au cours, puis toutes ces affaires-là, tout le monde était comme mêlé, puis tout le monde se passait la balle entre comme la faculté d'administration, la faculté de sciences et génie, puis là, entrepreneuriat, puis là, c'était comme compliqué de juste s'inscrire parce que si personne ne savait qui devait nous inscrire, tu sais. Mais à ce temps, je pense que ça se fait super facilement puis simplement. Il y a aussi Egenius aussi, qui est une belle ressource entrepreneuriale dédiée à la faculté de sciences et génie. Qui est quoi exactement pour ceux qui écoutent? Ben, dans le fond, ils sont en mesure de donner des divers supports. Après ça, ils organisent des super activités entrepreneuriales qui permettent de rencontrer des gens en affaires, de poser des questions. Ils ont des conférences. Puis annuellement, ils ont aussi leur concours de bourse pour aller chercher justement des fonds pour ton projet d'affaires. Des bourses que nous, on a eu la chance d'obtenir justement. Là. Si je me souviens bien des noms, il y a la bourse Espoir, après ça, Envol, puis... il y en a un que j'oublie, mais ils ont 3 types de bourses avec des montants qui montent. Puis, tu sais, ça fait toute la différence, justement, quand tu veux démarrer un projet. Ça prend de l'argent. Tu sais, je veux dire, c'est un sujet tabou, mais ça prend de l'argent pour démarrer. Ah oui, clairement. Intéressant. Puis, en parlant d'argent aussi, je fais une grosse transition, mais je sais pas si tu avais une autre question, Jay, mais tu es allé au Dragon aussi. Ouais. Dragon, j'aimerais ça entendre cette expérience-là, autant à Québec qu'Ontario. Puisque aller au Dragon, c'est justement pour avoir des subventions. Ouais. Des subventions. Puis de l'aide, de l'aide. Puis aussi, je pense que c'est un conseiller en même temps, cette personne-là. Ouais. Mais si t'es à l'aise d'en parler, on aimerait ça entendre un peu les 2 histoires. Chose certaine, c'est toute une expérience. D'aller là, c'est vraiment trippant. Puis tu revois ton modèle d'affaires constamment, puis tu te pratiques, puis tu challenges. Puis le processus de sélection, c'est un bon processus aussi. Puis ça, c'est commun à la fois pour dans l'œil du dragon, qui est comme Dragon Québec, si on veut, puis Dragon's Den, qui est la version canadienne anglophone. Fait que dans les 2 cas, ça, c'est quand même assez similaire. Puis il faut aussi avoir une bonne idée de où est-ce qu'on veut être en mesure d'aller après ça. Parce que justement, il faut que tu ailles réfléchir sur, c'est quoi la somme d'argent qu'on va demander à la TV, combien de pourcents. Fait que ça nécessite aussi que plusieurs notions, juste d'un point de vue investissement dans des business. C'est quoi un peu les best practices, puis c'est quoi qui est courant de faire. Puis après ça, ce qui est intéressant de savoir, c'est que comme faut vraiment le faire, je pense, quand même pour les bonnes raisons, mais il y a un side effect positif à ça qui est la visibilité, qui est vraiment comme exceptionnelle. Comme le fait d'avoir passé à Dragon Québec, ça nous a vraiment fait connaître à l'échelle de la province du jour au lendemain. Puis pareil, l'automne dernier, Dragon's Den, ça nous a fait connaître un peu partout au Canada du jour au lendemain. Fait que ça, c'est quand même assez fou. Puis après ça, dans la manière que ça se passe, lorsqu'on close un deal, mettons, à TV avec un dragon, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça te garantit? C'est au moins une vraie rencontre d'affaires dans la vraie vie, avec ton dragon. Dans le sens que... Parce que c'est un peu là où je dirais que je ferais une petite nuance comme en ce qu'on voit à TV puis la vraie vie. Mais tu sais, c'est quand même franchement intéressant d'après ça de dire, après ça, j'ai des vraies discussions d'affaires avec mon dragon. Puis aussi, comme il y a plein de discussions qu'on a pendant le tournage qui sont pas forcément diffusées. On peut pitcher dans la vraie vie entre 45 minutes, 1 heure. Puis à la télévision, on voit... 15 minutes. 5-6 minutes. Mais tu sais, quand même. Après ça, ça nous permet de développer une relation, tout ça. Puis, fait que nous, dans le cas de Nicolas Duvernois, dans l'œil du dragon, ça a fini à une super relation mentorale, je te dirais. Que si on a des besoins précis, tout ça, on est en mesure d'avoir son input, puis de se faire challenger aux besoins ou de se faire aider. Fait que ça, c'est vraiment super. Puis sinon, pour Dragon's Den, avec Michel Romana, on est encore en discussion présentement pour toute la portion investissement, puis aussi être en mesure de nous aider pour d'autres trucs en parallèle. Fait que je trouve qu'on est optimiste pour la suite des choses. Ah cool, c'est pas intéressant. Fait que ça, on est mieux de pas trop en parler, vu que c'est pas réglé encore. Ouais, ça paraissait-tu, j'étais sur un terrain glissé. C'est correct. Non, t'inquiète pas, là, on veut pas... J'aimerais ça revenir juste un tout petit peu en arrière, moi. Tu as parlé du parcours entrepreneurial. J'aimerais juste savoir ça consiste en quoi, parce que même moi qui est à l'université, je sais pas. Puis tu sais, rapidement, savoir c'est quoi les modalités. Puis je sais qu'on l'a moins abordé, mais on s'en était déjà parlé à l'avance, que tu as quasiment tout fait ce qui était dans tes cours pour merger avec Ferrea. Tu sais, j'aimerais ça que tu me parles un peu de cet aspect-là. Mettre de ton temps personnel aussi. Là. Oui, en fait, je pense que une des choses qui a rendu Ferrea
possible pendant les études universitaires, c'est un peu toute la flexibilité puis l'ouverture d'esprit qu'il y a pu avoir des profs, notamment à la faculté de génie, parce que, à la faculté de sciences et génie, mais dans le département de génie mécanique, parce que justement, des fois, ça impliquait qu'on sorte un petit peu des critères de critères, correction, si on genre. veut, pour choisir un projet, pour faire un projet de fin de session, mais on expliquait le pourquoi de la chose, puis au final, ça devenait un cas concret, puis fait que les profs étaient ouverts, fait que dès qu'on pouvait faire fitter un projet de session qui avait un certain rapport au ski, on le faisait parce que de un, c'était super motivant, mais de deux, c'est qu'on courait la chance que ça soit réellement utile pour nous dans la vraie vie. Fait que, tu sais, c'est un... Puis après ça, pour les gens qui étaient en équipe avec nous autres aussi, je pense que c'était intéressant pour eux de savoir que c'était quoi encore plus concret. Fait que des projets de session sur Ferriol, on en a fait pas mal. Oui, parce que je pense vos machines, justement, Étienne, vous avez travaillé pas mal là-dessus, là, la presse et puis d'autres de vos machines, la CNC puis tout. Oui, il y a plein de machines un peu qui découlent de notre parcours à l'université. Ils sont toutes homemade en plus, je pense. Oui, justement, comme notre CNC, elle a été designée, fabriquée, programmée à l'interne. Fait que si j'ai un projet intégrateur demain, je te lâcherai un coup de téléphone. Ouais, exact. Même nous, en fait, c'est arrivé que par la suite, on a donné d'autres projets à d'autres équipes aussi. Oui, vous faites ça, c'est vrai. Clairement, c'est rentable. Cours. Je veux dire, c'est beaucoup de temps d'ingénierie qui t'est donné. Oui, même si ils ne sont pas encore formés, il y a des bonnes idées qui émergent. C'est un win-win. Quantité de travail, carrément. Fait que, il y a des cours comme, je pense, la génie conseil ou projet intégrateur, des choses comme ça. On a déjà donné d'autres projets aussi. Fait que ça, il y a même plus business, je pense, en admin nous en donner peut-être, ou environnement, cycle de produits. On en donne en entrepreneuriat puis en administration aussi des projets. Fait que ça devient franchement intéressant. Puis même des projets à maîtrise aussi, là, comme maîtrise en comme commerce international puis des choses comme ça. Fait que... on va revenir, j'ai un sujet aussi là-dessus. Ouais, tu peux l'aborder tout de suite. Moi, j'ai suivi le cours, on en parlera, mais s'il y a des trucs que vous n'êtes pas... parce que là, il y a la spin-off qui est aussi... tu peux parler après, là, c'est un peu dans le Ferriol, mais j'ai fait le cours de soudure, soudure des matériaux, qui est le cours de GML, cours de métallurgie, là, c'est un cours option qu'on peut choisir. Puis le prof parlait justement des alliages à souder, puis aluminium, scandium. Ça m'a fait parler que vous avez développé quelque chose là-dedans, puis je sais pas où que je peux y aller, mais on le coupera au pire, c'est pas grave. Mais il m'a parlé que lui, dans le régal, c'était... j'ai oublié le nom de mon prof, là, mais c'est pas grave. Mais il a fait les recherches pour vos tests, je pense, de caractériser le matériau pour dire qu'il était un des plus résistants. Là. Ouais. Je sais pas si c'est le cas. Le régal a participé à ça. Ouais, c'est un peu mon associé Félix puis notre employé Philippe qui a participé à ça. Là. Mais ouais, il y a des choses qui ont été faites notamment pour notre alliage d'aluminium ici à l'université. Là, parce que, tu sais, mettons, ça, si je mets un peu de mise en contexte là-dessus, là, pourquoi c'est ça. Pourquoi on parle j'ai ajouté ça n'importe où, là. Mais plus dans mon cours, on a vu des trucs par rapport à vous. C'est ça la parenthèse que je voulais amener, mais tu peux en parler. C'est très cool. Mais en fait, dans le fond, c'est un peu ça aussi que je trouve très trippant dans l'entrepreneuriat puis du génie puis d'être ouvert à toutes les idées parce que nous, avec les années, je pense qu'on a pu développer une belle expertise en ingénierie du ski 1, puis à vouloir faire les choses différemment, améliorer nos produits, diminuer l'empreinte carbone de ce qu'on fait, etc., etc. Puis ça, c'est un beau vecteur pour favoriser, comme l'innovation dans une entreprise, puis dans tes produits. Puis parallèlement à ça, en tant que manufacturier de ski, on vivait certains challenges, puis des challenges qu'on se rendait compte qui étaient répandus pour tous les grands manufacturiers de ski dans le monde quand on pouvait parler à des joueurs de l'industrie. Fait qu'il y a une de ces innovations-là, en fait, qui est un nouvel alliage d'aluminium qu'on a développé. Pourquoi? Parce que il y avait un seul alliage d'aluminium qui était assez bon pour être utilisé dans des skis, puis c'est ça depuis 40 ans. Fait que ça amenait une belle problématique pour les manufacturiers de skis. Puis en plus, ça crée des fois certaines problématiques au niveau des propriétés mécaniques, au niveau du collage, au niveau évidemment de l'empreinte carbone aussi. Fait que c'est un peu pour ça qu'on s'est entre autres intéressé aux alliages d'aluminium puis qu'on avait comme benchmark de faire meilleur que ça. Puis finalement, non seulement on a réussi, on a de la valeur ajoutée justement au point de vue du collage, au point de vue de l'empreinte carbone, sourcing, tout ça. Mais ce qui est fou, c'est que selon ce que l'industrie de l'aluminium nous dit, on aurait apparemment développé l'alliage d'aluminium le plus résistant au monde, tout domaine confondu. Fait qu'on est comme... Le Saint Graal, quasiment. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est comme, c'est fou de penser comme que notre business de ski nous a comme amené là, mais ça l'a fait. Fait qu'on a déposé comme le brevet là-dessus l'été dernier. Fait qu'à l'été 2023, puis là, en ce moment, comme la quasi-totalité des manufacturiers de ski dans le monde ont tous signé des lettres d'intention pour se procurer notre alliage le plus vite possible, dès que c'est disponible. C'est cool. Puis des co-développements sont démarrés avec eux. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est pour ça
qu'on a décidé de démarrer une deuxième compagnie l'année passée qui s'appelle Ferriol Technologies. Fait que pour vraiment différencier les deux? Ouais, ou... parce que les modèles d'affaires sont quand même assez différents. Fait que c'était logique pour plusieurs raisons. De dire qu'on a Ferriol Ski qui fait des skis, puis Ferriol Technologies qu'on vend à grand volume. C'est comme ma grossesse, c'était des jumeaux, puis t'as fait « Wow, on le savait pas! » Moi, je serais curieux de savoir, vous aviez l'idée il faut un nouveau alliage, des meilleures méthodes de fabrication, mais l'alliage en particulier, est-ce que vous aviez des très bonnes bases en matériaux? Vous avez fait avec un consultant? Ou comment ça marche? Je veux dire, avant tout ça, nos bases en matériaux, vous avez fait le cours de matériaux, c'était nos bases. Fait qu'on a une idée de ce qu'on fait quand même, mais on n'avait pas nécessairement le background métallurgique aussi derrière. Mais je pense, d'où aussi la notion, je pense, qui est importante en affaires, puis aussi beaucoup quand tu es étudiant entrepreneur ou n'importe quand dans le processus, de bien t'entourer, puis de t'entourer aussi de bons partenaires, parce que c'est avec ça que ça peut te faire grandir, puis favoriser aussi l'innovation. Fait que dans notre cas, on a fait différents partenaires, entre autres avec le Centre de métallurgie du Québec qui est à Trois-Rivières. Fait qu'ils ont vraiment une grosse expertise justement en métallurgie là-bas. Aussi, on a fait des beaux partenariats avec Rio Tinto. Fait que bref, on s'est entouré de l'écosystème d'aluminium qu'on a la chance d'avoir ici au Québec. Il y a beaucoup d'expertise. Puis avec tout ça, nous, ça nous a permis, avec nos partenaires, de développer cet alliage d'aluminium-là. Fait que tout seul, ça aurait été impossible de faire ça. Puis, toi, si on se dit... Attends, Salut tout le monde, on est revenu de la pause. Il y a du monde qui faisait du tapage à côté. Là. Fait qu'on a pris un petit break. Mais Joe, on va continuer sur le sujet de votre alliage. En fond, Scandium, ça vient de où un peu? Puis comment vous avez eu cette idée-là? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des nouvelles opportunités qui sont arrivées de par le fait que Rio Tinto, au Québec, ont développé des nouveaux processus pour revaloriser certains résidus miniers qu'ils ont. Fait que c'est cool parce qu'on part de déchets puis ça nous permet, en bout de ligne, d'obtenir le scandium qu'on vient ajouter à l'aluminium. Donc ça, c'est eux à Ordre-Saint-Pierre, ils ont des mines de titane là-bas qui produisent des déchets. Ils prennent ces déchets-là, ils vont les traiter dans leur nouveau procédé, tout ça pour être en mesure d'extraire le scandium. Donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant que ça va être disponible à grand volume, ça ouvre plein de marchés. Parce que si on retourne dans le passé, les alliages d'aluminium-scandium, ça fait longtemps que c'est connu, dans un certain sens, que ça existe. Puis il y a quand même beaucoup de littérature et de documentation là-dessus. Mais quand on regarde, c'est aussi beaucoup axé, comme sur la série 5000, d'autres séries d'aluminium. Tandis que nous, dans notre cas, c'était sur la série 7000. Puis ce qui est intéressant, c'est que en regardant dans la littérature, dans la série 7000, il n'y en avait à peu près pas. Puis le peu qu'il y avait disait d'aller à gauche, nous on a été à droite. Puis je pense que c'est un peu ce qui a permis de faire des trucs vraiment intéressants puis de générer des trucs nouveaux dans notre alliage d'aluminium. Puis après ça, ce qui a aussi favorisé, je dirais, un peu le côté innovation là-dedans, c'est que ce qui est fou, c'est que nous, on avait vraiment un mindset de comme, faut que ça fitte dans des skis alpins en bout de ligne, en fin mince, tout ça. Puis à bien y penser, c'est un peu ça qui a permis de faire aussi certaines découvertes parce que, quand on pense à ça, l'industrie de l'aluminium, c'est gigantesque. Donc, quand on regarde en ce moment, mettons, la consommation d'aluminium que l'industrie du ski a dans l'aluminium au complet, c'est très, très, très peu. Mais pour nous, ça considère des volumes vraiment considérables et intéressants, tu sais. Donc, je pense que le fait qu'on s'intéresse dans des endroits et dans des niches actuellement que les autres n'ont pas, ça nous a amené à se poser la question sur un certain cahier des charges plus précis avec des contraintes particulières, puis que ça a généré au final l'alliage qu'on a entre les mains, que oui, là, on a d'abord développé en feuilles minces pour des skis, mais qu'après ça, on s'entend qu'il peut y avoir maintenant une infinité de possibilités industrielles dans d'autres applications. Là. Ouais, c'est ma prochaine question, justement, avec la compagnie. Est-ce que vous allez avoir comme des bureaux à Québec ou on va dire en anglais le terme une shop qui fabrique ça, ou ça va vraiment être à l'externe comme vos contacts qui vont s'occuper de ça? C'est ça. Nous, on est toujours ouvert. Toutes les options sont sur la table. C'est ça. Ferriol Ski est basé au Mont-Saint-Anne. Ferriol Technologie est basé à Québec. OK. Puis après ça, oui, en ce moment, comme... sur papier ou physiquement, vous avez des petits... on est aussi à Québec. Il y a des tests à Québec. C'est ça, exactement. Puis là, pour la suite des choses, tout a été pas mal orienté, nous autres, sur la feuille mince, justement, pour des notions de ski alpin. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que là, on amorce sous peu là, des prochaines rondes de recherche et développement pour tous les autres formats d'aluminium, si on veut. Fait que
en faire en plaques, en extrusion, est-ce qu'ils se machinent bien, est-ce qu'ils se forment bien, est-ce qu'ils se soudent bien. Fait que c'est toutes des choses qu'on sait qui sont quand même assez prometteurs, mais que pour le moment, pas qu'on a mis de côté, mais on s'est concentré sur de la feuille mince pour des skis. Mais que là, maintenant que ça c'est fait, là, on peut s'orienter sur les autres produits parce que notre alliage va avoir de la valeur ajoutée dans n'importe quel produit que tu veux réduire la masse. Tu sais, je veux dire, si tu veux réduire la masse de quelque chose, ben, il faut que ton alliage soit résistant parce que tu veux mettre moins de matière. Fait que, puis nous, ben, ce qui nous distingue notre alliage, c'est sa limite élastique excessivement élevée, là. Juste pour vous donner une idée, vu qu'on est entre génie mécanique, en ce moment, dans les meilleurs alliages de série 7000 qu'on peut trouver sur le marché, on va être entre 580 et 600 MPa de limite élastique. Puis nous, on a réussi à monter aussi élevé que 730 MPa de limite élastique. Pour de l'aluminium, c'est vraiment impressionnant. Genre 15%. Jusqu'à 24% comme plus haut. Puis en plus, c'est que souvent dans les alliages d'aluminium de haute résistance, tu as tout le temps un choix à faire entre la ductilité ou la limite élastique. Là, on a un peu les deux en même temps. Fait que ça ouvre des portes à plein d'autres process. Fait que ça peut emmagasiner beaucoup d'énergie, cet alliage-là, là, au final. C'est un peu que tu es en train de dire. Fait que après ça, vu que justement avec une limite élastique, c'est ce qui permet notamment de revoir la conception des produits puis de diminuer la masse. Comme, mettons, on pense à des fixations des vélos, c'est évident, mais aussi pour toutes les plus gros marchés, si on peut dire, comme l'automobile, l'aéronautique, l'aérospatiale, tout ça, c'est aussi des considérations qui sont très importantes. Puis nous, après ça, on s'assure qu'il y a toujours la notion, je pense, de recyclabilité qui est intéressante aussi avec ça. Puis ce qu'on pousse, oui, avec l'industrie du ski, mais avec d'autres industries, c'est que dès le départ, on réfléchit à un produit puis on désigne un produit en pensant d'abord avant tout à la fin de vie, comment on va en disposer après ça, on peut revoir notre façon de faire par rapport à ce qu'on est habitué. Par exemple, on imagine un produit qui a typiquement toujours été fait à partir de fibres composites. Si après ça, on bénéficie des hautes propriétés mécaniques, puis on revoit notre manière de design pour qu'au final, le produit soit autant performant, mais que par contre, il se recycle en fin de vie. On fait un gain notable, puis on vise qu'avec nos matériaux, de pouvoir comme accompagner toutes les grandes compagnies, puis les grandes compagnies de ski dans leur transition écologique, si on peut dire, à ce niveau-là. Parce qu'on peut revoir les designs de leurs produits. C'est incroyable. Puis moi, ce qui me brûle les lèvres depuis le début du podcast, honnêtement, c'est vraiment comment est-ce qu'on aborde être David contre Goliath, parce que se lancer dans des skis, c'est pas la chose la plus conventionnelle, puis on se dirait, hey, le problème est réglé. Je sais que tantôt, tu en as un peu parlé, c'est fait surtout pour l'Ouest canadien ou pour des terrains qui sont plus généraux, on va dire, puis où est-ce qu'il y a beaucoup plus d'achalandage. Mais tout de même, comment est-ce qu'on fait pour se lancer dans une filiale où est-ce que la compétition semble absolument incroyable, puis que le défi semble un peu insurmontable? Je dirais que c'est important de quand même bien connaître son marché, puis de bien connaître ce que les gens veulent aussi, parce que au final, ce qu'on veut, c'est avoir un produit qui se vend, puis pour que ça se vende, il faut que ça plaise aux gens. Pour que les gens dépensent pour ton produit, ça implique que tu ailles réfléchi aux features de ton produit, puis dès la conception, puis comme des fois, que ce soit le ski ou n'importe quel produit, en fait, je pense qu'il faut éviter de tomber dans un mode trop trip d'ingénierie aussi. Je pense que souvent... compliquer trop le produit. C'est ça, exact. Ou des fois, des features que d'un point de vue technique, d'un point de vue ingénierie, on trouve nice, mais que quand tu arrives au client, sur le plancher au final, lui, il ne voit pas nécessairement de valeur ajoutée à ça, ou c'est trop complexe, trop compliqué. Fait que tout ça pour dire que, comme vraiment être proche de notre marché, proche de nos clients, c'est toujours bon. Puis tu utilises ça après ça comme un leverage pour être capable de bien se différencier par rapport à ce que les gens cherchent, puis par rapport à ce que ton industrie offre actuellement. Fait que, pour avoir un bon modèle d'affaires, justement, il faut être en mesure de résoudre certaines problématiques. Fait qu'il s'agit de cibler ces problématiques-là. Là. Comme vous, aviez-vous l'idée initialement déjà du nouveau prototype ou vous vous êtes dit, admettons, on voit le créneau, mais on n'a pas encore de solution, fait qu'on se part Ferréol, ou vous aviez déjà la solution à ce créneau-là, puis vous vous êtes dit, on part Ferréol en fonction de cette solution-là? C'est plus venu des problématiques, justement. C'est venu des problématiques. Puis après ça, on est en mesure de creuser ça plus loin. Puis ça, c'est un conseil même que j'ai pu donner
à une couple de personnes autour de moi qui voulaient se partir en affaires, dans le sens que le fait d'avoir une job étudiante pendant que tu es à l'école, pourquoi? Fais ta job étudiante dans le domaine que tu penses potentiellement te partir en affaires. Dans le sens que moi, du moment qu'on avait une idée de se partir en entreprise, ça a un peu changé ma vision des choses quand, mettons, je travaillais au Ski Michel, de dire, j'analysais plus certaines affaires, le comportement des gens, le comportement d'achat, puis ce que l'industrie offrait, parce que j'avais plus un mindset de vouloir faire une business avec ça. Fait que ce qui était cool, c'est que non seulement je pouvais faire des sous, tu sais, pour pouvoir vivre, mais à place de le faire dans un domaine X ou Y ou Z, je l'ai fait j'ai continué de le faire en fait dans le domaine pour continuer d'apprendre sur mon industrie. Fait que si tu penses vouloir te partir, par exemple, une entreprise je sais pas, en optique, travaille à temps partiel dans l'optique. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup de ce que tu as apporté, c'est je suis quelqu'un qui a souvent une approche très technique et pragmatique face au truc. Fait que je me dirais, il faut que je trouve la job qui est la plus... Admettons, dans les skis, là, je voudrais travailler, faire un stage chez... justement, chez Ferréol, mais on va dire, admettons que Ferréol n'existait pas, chez Blizzard ou n'importe quelle autre grosse compagnie de ski pour savoir comment un ski fonctionne. Mais toi, tu as l'approche plus de « Hey, je vais aller dans une place où est-ce que c'est du commerce de détail », mais que j'ai pareil beaucoup à apprendre pour ma formation. Puis c'est des choses plus, tu sais, on dit le street smart des fois, là, vraiment. Ça, je pense que c'est un peu quelque chose qui a été toute une belle force chez Ferréol, dans le sens que de ne pas être orienté seulement technique. Je pense que d'un point de vue comme personnalité, on n'a pas nécessairement le profil type d'un ingénieur, dans le sens qu'on on aime comprendre la technique, on aime ça aller deep là-dedans. Mais tout le côté relationnel, humain, marché, business est aussi vraiment important. Il n'y a pas juste le côté technique. Fait que c'est un peu ça que ça l'a permis de faire. Puis, je viens de me rappeler aussi de quelque chose, je pense, qui est intéressant d'un point de vue ingénierie du ski que j'ai pas encore dit. La maîtrise, moi, je voudrais que tu parles de ta maîtrise aussi avec Phil qui est rentré chez vous aussi à Sherbrooke. Exactement. Fait que dans le fond, justement, un peu dans la même idée de me dire, là... Ferréol existe, et là, puis là, on a la chance de faire des stages et tout ça. Là, après ça, mon réflexe a été de me dire, j'aimerais ça avoir un stage en génie, mais qui est dans l'industrie du ski, tu sais, pour en apprendre encore plus, puis tout. Fait que finalement, j'ai fini par faire un stage à l'Université de Sherbrooke parce que là-bas, il y a un prof qui est tripeux de ski, puis que ça fait longtemps qu'il fait de la R&D pour des industriels en ski, tout ça. Fait que c'est là aussi que j'ai rencontré Phil, que lui est en train de terminer sa maîtrise sur la vibration des skis. Fait que dès que moi je finissais mon stage, lui finissait sa maîtrise, dès qu'il a fini, on l'a embauché. Ah, cool. Puis après ça, moi mon stage s'est finalement transformé en maîtrise. C'est comme ça en génie mécanique là-bas. Puis c'est une maîtrise où que, dans le fond, j'ai étudié le comportement des skis alpins sur la neige. Fait que c'est très niché, mais comme... C'est mettre la théorie à la pratique, là, vraiment, parce que vous faisiez un produit concret selon des dimensions de vos connaissances, mais là, je pense qu'il va y avoir des statistiques ou de la science pour développer le produit maintenant, là, des données. Oui, exact. Fait que c'est vraiment là, je pense qu'on peut faire une belle distinction entre un ski builder puis du ski engineering, là, dans le sens qu'il y a vraiment de la belle ingénierie puis de la belle conception à faire derrière pour concevoir des beaux produits. Puis après ça, on parlait de maîtrise tantôt, ça m'a aussi permis d'apprendre c'est quoi les cycles supérieurs, puis comme à quoi peut ressembler les éventuelles maîtrises, puis aussi la valeur ajoutée que de mettre des projets en place avec des partenaires industriels. Fait que là, moi, un de mes réflexes, ça a été de me dire, je veux faire ça, moi aussi, tu sais. Fait que pendant que j'étais moi-même à maîtrise, avec mon prof, on a élaboré un projet Ferréol qui vise à développer des skis recyclables en fin de vie. Fait que là, il existe aujourd'hui, on était peut-être à mi-projet. Mais à ce moment-là, on a tout bâti un projet sur 3-4 ans avec ce prof-là, avec ma gang de Ferréol aussi. Puis dans le fond, on a tout bâti l'enveloppe budgétaire. On a été en mesure d'aller chercher quand même assez grosses subventions pour subventionner tout ce projet-là. Puis après ça, on a été engagé comme à peu près 5 étudiantes en maîtrise en génie mécanique, puis 2 étudiants au doctorat en génie mécanique sur le projet Ferréol. Pendant que j'étais moi-même à maîtrise. Fait que moi, ma maîtrise, c'était pas le projet Ferréol, c'était comme différent. À côté, Mais sur le projet de ski recyclable en fin de vie, c'est cool de pouvoir comme donner des projets, je pense, vraiment intéressants, qui sont sur le ski, puis que ça aide de la valeur ajoutée pour Ferréol aussi. Fait que d'aller à maîtrise me fait découvrir cet univers-là, que je me suis dit, je veux faire ça aussi, puis faire vivre ça à d'autres étudiants et étudiantes. Fait que en ce moment, on est peut-être à mi-projet à l'Université de Sherbrooke avec ces gens-là. Ah, cool. C'est ça que je vais te demander, parce que moi puis Jay, dans notre groupe d'amis, il y a quand même un gros cercle en génie mec, puis
tous nos amis, souvent en dernière année, c'est les questionnements. Est-ce que je vais au travail? Il y en a qui ont des idées de business. Est-ce que je vais à la maîtrise? Puis souvent, la maîtrise, on en a parlé beaucoup avec Yves dans le premier podcast. Toi, tu as l'air d'avoir fait ta maîtrise par vraiment pour apprendre une nouvelle chose par plaisir et non avoir le titre de maîtrise. C'est pourquoi toi, tu cherchais la maîtrise. Ben, tu viens de le dire, c'est pour pouvoir pousser mes connaissances dans un domaine qui m'intéressait pas mal plus loin. Puis tu sais, après ça, des maîtrises, il y en a tout ça. Je pense qu'il y en a des maîtrises qui sont plus orientées cours, il y en a d'autres qui sont plus orientées recherche. Moi, dans mon cas, c'était plus orienté, tu sais, recherche, mais moi, j'aime pas faire quelque chose dans le vide. Là. Je voulais que ça soit utile pour moi, puis ça l'a été. Là. Fait que pour ça, c'était vraiment cool. Là. Moi, j'avais une petite question pour toi. Souvent, dans le bac, la plupart du monde, je pense, même pas dans le bac, en général, vraiment, il y a beaucoup de monde qui veulent être entrepreneur, mais ils attendent l'idée. Tu sais, l'idée qui se lève un matin, là, puis oh my God, ça se vend pas, puis tout le monde va en vouloir. Tu sais, qu'il y a carrément le nouveau iPhone. Tu dirais quoi? Tu sais, toi, ton background, je vois vraiment que c'est comme, vous avez pris quelque chose qui était déjà optimisé, tu sais, à certaines places, mais pas optimisé à d'autres. Comment ces gens-là peuvent avoir cette idée-là, ou comment ils peuvent juger si l'idée qu'ils ont est bonne ou pas? Tantôt, en fait, c'est une excellente question, puis tantôt, on parlait d'incubation, d'aller voir Entrepreneuriat Laval. Dès que tu as une idée ou ça te tente, mais tu n'as pas d'idée, ça, c'est un bon réflexe. Mais mon Dieu, que comme pendant que tu es à l'école, à l'université ou au cégep ou les deux, être étudiant entrepreneur, c'est le meilleur moment pendant que tu es à l'université pour se partir en affaires pour plusieurs raisons. Parce que, tu n'as pas vraiment de risque. Tu n'as pas encore nécessairement de famille, tu n'as pas encore nécessairement de maison à payer, etc. Fait que le risque est pas mal moins là. Mais tu as tellement de ressources. Tu as des profs pour t'aider, tu as des gangs de chums pour t'aider, tu as la centrale entrepreneuriale pour t'aider. Fait que ça permet de justement diminuer beaucoup le risque puis de garder la motivation en parallèle. Puis comme... Ce qui est fou, c'est comme on en regarde, mettons, les gars chez Feriol, on en regarde, mettons, juste nos notes universitaires, avant Feriol, après Feriol. On s'entend, pendant qu'on démarrait Feriol, déjà que le bac en génie mécanique est assez intense, on était encore plus occupés que jamais parce qu'on faisait du Feriol en parallèle. Mais sur nos résultats universitaires, on a eu des meilleures notes qu'avant. Parce que, justement, overall, on était plus motivés, puis on était plus craqués. La passion est là. La passion était là. Fait que, ça, c'était vraiment cool. Puis... Après ça, d'un point de vue financier, ça te donne accès à plein de bourses et subventions qui font toute la différence. Parce que, mettons, juste pour vous donner une idée, Feriol, on a démarré ça avec 5 000 chaque. Fait que 5 000, quand tu es étudiant entrepreneur, c'est beaucoup d'argent. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent quand même. Mais, fait que 5 000 x 3, ça fait 15 000. Mais 15 000, quand tu es en business, tu le dépenses en claquant des doigts. C'est rien, 15 000. Fait que, après ça, un coup qu'on... Fait que là, il faut être très méticuleux dans nos dépenses, mais un coup que ça c'est dépensé, c'est quoi? Est-ce que tu vas emprunter ou ça prend d'autres sources d'argent, tu sais? Fait que nous, une des chances qu'on a eues, c'est qu'après 1 an, avoir parti Feriol, on a commencé à avoir des ventes. Fait que ça l'a aidé. Mais si on regarde ce que l'écosystème un peu d'université a pu faire avec tous les concours de bourse qu'il y a pu avoir, du lancement de Feriol à la 2e année du bac en génie mécanique, au diplôme, je pense qu'on a été chercher au total, à ce moment-là, un genre de 165 000 de bourses et subventions. Fait que c'est plus qu'un coup de pouce. C'est ce qui fait la différence. Puis c'est ce qui a permis de mettre des projets d'R&D en place, puis de favoriser de l'innovation, puis de nous donner les moyens pour amener nos projets à terme, si on veut. Sinon, on n'aurait pas pu faire ça. Absolument incroyable. Si tu avais recommencé, y a-tu une chose que tu aurais faite drastiquement différente, que tu t'es dit, je m'excuse, c'est comme ça, là, vraiment, c'est une erreur de A à Z. Non, moi, une des questions qu'on avait là-dessus, c'était genre soit un défi ou un moment clé dans l'entreprise, un truc que vous avez dit, on a merdé ou faut changer la méthode, l'approche, quoi de même. Je pense que nous, notre plus grand angle mort, c'est un peu le côté organisation, là, si on veut, là, dans le sens quand on est tellement occupé, tu sais, puis les horaires, c'est complexe, on est à gauche, à droite, fait que d'être organisé dans des contextes comme ça, c'est pas évident. Fait que dès le début, de mettre des genres de systèmes et méthodes pour être un peu plus clutch, là, puis à ce niveau-là, là, je pense que ça aurait peut-être aidé, là, parce qu'après ça, t'as oui, à être comme, après ça, bien organisé en affaires, mais c'est parce qu'après ça, indirectement lié à ça, il y a aussi ta vie personnelle, là, qu'il faut que tu jumelles avec tout ça, puis tu as ta vie scolaire aussi. Fait que c'est un équilibre dans tout. Tu peux pas être all-in juste d'un bord ou juste de l'autre. Fait que c'est un bon défi, les horaires. Justement, t'en parlais tantôt là, que vous étiez occupé dans le bac, vous avez fait Feriol, vous mettiez du temps personnel.
Ben, même moi, dans les dernières années, avec Jay, plus d'implications, on dirait que tu es tellement occupé que tu sais que quand tu as 3 heures de libre, ces 3 heures-là, faut que tu l'étudies, faut que tu étudies pendant ces 3 heures-là. Exact. Genre, tu sais que t'as pas tes non-retours, tu es occupé après ça ou tu as Ben des trucs oui. organisés. Fait que, honnêtement, c'est la motivation puis la rigueur de travail, je pense. Je recommande à tout le monde d'être occupé Ben, pas autant t'apprends la que toi, par rigueur, exemple. ouais, t'apprends l'efficacité, t'apprends un paquet de notions qui vont être utiles toute votre vie. Là. C'est de l'actif rendu là, fait que ça, c'est clair. Là. Puis Ouais. comme tu dis, moi, ce qui est le plus satisfaisant dans un horaire, c'est de faire des 1 pierre, 2 coups, 3 coups, 4 coups, Ouais, même c'est des ça. fois, là, quand tu regardes jumeler des affaires, là, puis de multiplier ton temps, ça, vraiment, je pense que c'est où est-ce que c'est le plus satisfaisant. Là. On aurait plein de sujets à jaser, mais moi j'ai 2 dernières questions avant qu'on finisse. Avec toi, je pense que ça pourrait durer 10 heures. Mais je vais y aller avec l'émission commerciale. Ouais. Justement, on voulait t'avoir la semaine passée au podcast. Tu me dis que t'es en Europe. Ça m'a surpris que t'étais encore en Europe, parce que t'es souvent en Europe. Mais est-ce que tu peux m'en parler un peu, genre de le pourquoi vous allez là-bas, puis qu'est-ce que vous faites là-bas? Est-ce qu'il y a le côté personnel, vous skiez plaisir, ou c'est vraiment business fly-in? Ouais. Ben, écoute, première des choses, s'il y a quelque chose que on a pu apprendre avec, mettons, Entrepreneuriat Laval, puis en étant dans le monde des affaires, c'est qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée à faire une mission commerciale. Puis après ça, ben, il y a différents types de missions commerciales. Il y en a qui sont exploratoires, aller poser des questions à des nouveaux marchés, juste comme ça. Il y en a qui c'est vraiment plus en mode développement des affaires. Mais dans tous les cas, ça vaut tellement la peine de comme, sortir du Québec, puis comme, aller voir ce qui se fait ailleurs, parce que, point de vue créativité, tout ça, puis de générer des idées, puis comme challenger des concepts, ça fait vraiment toute la différence. Fait que, tu sais, nous, ben, au début, il y en avait beaucoup que justement qui étaient comme un peu plus exploratoires. Puis maintenant, ils sont un peu plus axés comme développement des affaires. Fait qu'en ce moment, ben, c'est sûr que là, vu qu'il y en a beaucoup d'émissions commerciales, ben là, on essaie justement que c'est beaucoup plus des in and out, là, si on veut. Là. Fait que, tu sais, comme la semaine dernière, on a volé pour l'Europe lundi soir, on est revenu samedi. Fait que pour l'Europe, avec le décalage, Ok, pas mal ouais. un in and out, mais on s'arrange pour que les horaires soient tous pas mal comme bien rodés au quart de tour si on veut. On se laisse quelques petits buffers à droite à gauche au cas qu'il y a quelque chose qui dérape, parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui dérape au point de vue horaire. Fait que ça, c'est important de faire ça. Puis, ben, comme souvent, les missions commerciales en ce moment, ben, mettons pour Ferry Ski, là, sont beaucoup dans l'Ouest canadien, Alberta, Colombie-Britannique, puis bientôt aussi aux États-Unis. Puis pour Ferry Technologie, ben là, c'est plus axé en Europe parce que malheureusement, toutes les manufacturiers de ski sont dans les Alpes. Ouais. Fait que sinon, pour répondre à ta question, ben, dépendamment du timing de l'année, tout ça, ben, des fois, il y a moyen d'arriver avant ou de partir plus tard pour le trip personnel de la chose. Là. Mais comme la dernière fois, c'était C'est pour en votre début prix, là? décembre. Ouais, Ouais, vous on avez est allé votre là prix, pour ouais. recevoir un prix, puis on a visité plein de manufacturiers en Allemagne, Autriche puis Suisse en même temps. Puis c'était dommage, on avait un week-end à passer en Autriche, fait qu'on est allé skier. Ah. C'est plate, ça. Mais comment tu fais pour avoir un contact de ces grands joueurs-là? Est-ce que tu te fais inviter ou c'est toi qui dis « Ah, je suis là, c'est cette semaine-là, est-ce que je peux venir faire un tour? » Parce qu'Explorer, vous êtes un peu, je sais pas comment dire, vous devenez une compétition en même temps, Ouais. 2 vendeurs. Comment eux, Ben- ils font pour accepter ça? Ben, c'est parce qu'on a tellement un produit disruptif pour eux autres qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée que, tu sais, ils sont prêts à nous entendre. Puis, tu sais, au début, ben, pour faire les premiers contacts, ben, ce qui a aidé, c'est que j'avais déjà beaucoup de contacts dans l'industrie du ski, mais plus à l'échelle du Canada, tu sais, mettons des représentants. À ou cause des de Ski Michel, Ouais, tu parlais à à cause de des Ski reps, Michel. ok, ouais. ou des national sales managers, des gens comme ça. Mais là, après ça, je me dis, tu peux-tu me référer à telle personne? Tu sais, c'est tout le temps qui tu connais, qui fait la différence, tu te fais mettre en contact. Puis après ça, ben, dépendamment si c'était par écrit ou en personne, whatever, ben, après ça, avoir un petit pitch de vente facile, là, ça l'aide pour que les gens puissent catcher rapidement pourquoi moi je te parle aujourd'hui. Ouais. C'est pourquoi tu me déranges, puis pourquoi je t'écouterais. Là. Fait que ça, c'est important. Mais comme si je peux faire une petite anecdote là-dessus, l'année passée, c'est là qu'on a fait un gros road trip aussi pour aller voir les manufacturiers de ski. Il y a peut-être 70% des meetings qui étaient setés d'avance, mettons. Ok. Parce que nous, quand on est sur place, on demande tout le temps, as-tu d'autres gens que je dois rencontrer ou tu peux-tu me mettre en relation avec telle personne? Ok. J'ai pas réussi encore. Mais avec qui sont à Annecy, proche des Alpes en France, on n'avait pas réussi à avoir aucun comme contact ou quoi que Ouais, ce soit. clé d'entrée. Fait qu'on s'est. Puis là, la journée qu'on passait par là, c'était comme un dimanche. Fait qu'en tout cas, on fallait juste se pointer parce qu'on était curieux, on va voir. Fait que finalement, on s'en va là-bas. Finalement, on savait pas, mais on était comme dans une genre de zone sécurisée. Puis c'était ouvert quand on est rentré, mais après ça, il y a des gens qui sont sortis, ils ont fermé les méga grosses gates, puis c'était un dimanche, il n'y avait personne. Fait qu'on était enfermés dans l'espace de sécurité. Ah ouais. Puis là, après ça, ben, nous, on s'est dit, ben, on veut quand même rentrer en contact avec eux. Fait que l'espèce de petit pitch de vente que j'envoyais d'habitude par email, ben là, je l'ai inscrit à la main sur une feuille de papier
puis mis ça dans une enveloppe, puis j'ai tapé ça sur la vitre de la porte principale. Ah ouais. 2 jours après, on avait notre meeting. Hein, Ah ouais, ça c'est c'est vraiment vraiment cool. Wow. Fait que ça, c'était bien drôle. Hein, c'est une méchante bonne anecdote, ça. Puis là, c'est encore en cours, dans le fond, c'est le découlement de ce meeting-là, on va dire. Ah ben oui, ben justement, là, on était là la semaine passée, dans le fond. Là, on Ok. était allé voir la semaine passée, puis même que vendredi, on est allé skier avec. Ah, nice. Ok, crime, fait que ça a vraiment marché. Là, Ben, il y a beaucoup d'engouement, fait que ça, c'est Cool. bien le fun. Là, fait que... Puis on finit le podcast, mais on finit tout le temps le podcast par un peu... c'est la question à Jay, mais là, je pense que je vais la poser, vu qu'il la sait peut-être pas, mais on demande tout le temps, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais aux futurs étudiants ou aux étudiants actuels qui graduent? Puis moi, de qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est vraiment le réseau de contact qui a l'air d'être un bon conseil à développer son réseau, puis à aller de l'avant, à parler au monde. Justement, je trouve c'est une méchante bonne anecdote, la lettre. Vous auriez pu juste appeler et dire on est embarré, on s'en va, mais vous êtes tant qu'à être là, on va mettre une lettre Ouais. dans la fenêtre. Y aurait-tu un conseil? Ça peut être ça ou ça peut être un autre que Ben, t'aurais, là. Ben, ça en est clairement un. Là, des fois, faut pas avoir peur d'avoir peur. Là, comme faut prendre les devants puis pas avoir peur de demander de l'aide aussi. Si les gens sont pas au courant que tu as besoin d'aide pour faire telle affaire, ils peuvent pas savoir. Là. Fait que tu le demandes. Le pire des cas, la réponse est non, mais tu le demandes puis tu cours la chance que la réponse soit oui. T'sais. Fait que après ça, ben c'est ça, des contacts, t'en as jamais assez des contacts. Puis entretenir les contacts aussi. Il faut que ça soit des win-win à un moment donné aussi. Mais puis je pense que sinon, en affaires, c'est de se lancer. Le plus tough, c'est de se lancer. Un coup que tu es lancé, après ça, c'est d'autres choses. Ah, mais ouais. le coup de se lancer, c'est tough. Après ça, c'est la gestion d'horaire. Exactement. Mais Joe, honnêtement, merci beaucoup d'être venu. On va pas tarder trop, mais ça fait un plaisir de t'avoir. Puis on aurait parlé. Tu reviendras à un autre podcast. Ouais, exact. On ira en ski. Podcast. On parlera juste de ski cette fois-là. Avec de la bière Ferréol. Hammer Duck. Ouais, Ouais, exact. Hey, merci beaucoup, Joe. Merci Vraiment. à vous autres. Ciao.